Je connais des gens qui disent « J'ai toujours mon G3 sous le lit ». À l'heure actuelle, entre 15 et 20 millions de fusils G3 circulent dans le monde sur tous les champs de bataille. Aujourd'hui, il y en a en Syrie, demain, il y en aura au Mali, et après-demain, encore autre part. Nous craignons que ce scénario se répète maintenant avec le G36. Ces armes sont en circulation et elles sont utilisées pour tuer des gens. Mexico. À l'occasion du défilé militaire du jour de l'indépendance, le ministère mexicain de la Défense fait la démonstration de sa force et de sa puissance de feu. Son armée est équipée d'un matériel à la pointe de la technologie. Le pistolet mitrailleur allemand MP5, le fusil d'assaut allemand G3 et le nouveau fusil d'assaut FX-05, un modèle proche du fusil d'assaut allemand le plus moderne, le G36. Le fusil G3 fait partie depuis plusieurs décennies de l'équipement de base des forces armées mexicaines. Depuis 1979, il est fabriqué sous licence directement au Mexique. Le G36, fabriqué par la firme Heckler & Koch, est l'arme standard de l'armée allemande. Il a commencé à être exporté vers le Mexique en 2002. L'Allemagne est le troisième exportateur d'armes à l'échelle mondiale, derrière les États-Unis et la Russie. Chaque exportation est soumise à des règles strictes. La vente du G36 au Mexique a elle aussi dû faire l'objet d'une autorisation. Les armes ont été fournies au gouvernement mexicain sous certaines conditions. S'agissant de gouvernements jouissant d'une légitimité démocratique et s'engageant dans le cadre de conventions, on doit pouvoir s'attendre à ce que, en tant que partenaire contractuel, ils veillent à respecter leurs engagements. Le Mexique est-il un partenaire digne de confiance ? Là-bas, les forces militaires et policières font partie du décor, et les conflits armés dominent la vie quotidienne. José Rodríguez Gallardo, ancien général qui milite désormais pour les droits de l'homme, compte aujourd'hui parmi les plus vifs détracteurs de l'armée mexicaine. Selon moi, et d'après mon expérience, l'armée mexicaine est l'une des institutions les plus corrompues du Mexique. Dans sa vidéo de propagande officielle, le SEDENA, le ministère mexicain de la Défense, se présente sous son meilleur jour. L'ancien général voit les choses d'un autre œil. Le SEDENA est une institution opaque. Au Mexique, c'est l'institution qui bafoue le plus les droits de l'homme. Les gens me questionnent régulièrement à ce sujet. Comme les forces armées se substituent à la police, les armes qu'elles achètent, quel que soit le fournisseur, servent, en toute logique, à violer les droits de l'homme. Et tout ceci est démontré et prouvé. Un contrôle est nécessaire. Au Mexique, la guerre contre la drogue fait rage. La télévision diffuse régulièrement ce genre de bulletins d'information. N'ayez pas peur, tout va bien, dit l'institutrice. Pour détendre l'atmosphère, elle leur propose de chanter une chanson. Les enfants sont finalement évacués de l'école. Les tirs croisés entre forces de l'ordre et narcotrafiquants ont duré plusieurs heures. Les ONG signalent des pratiques étatiques arbitraires, des cas de torture, des homicides et une corruption policière endémique. Depuis 2006, la lutte contre le trafic de drogue au Mexique a fait plus de 70 000 victimes. La police est équipée d'un matériel de pointe, notamment des armes allemandes. Le fusil d'assaut G3, le pistolet mitrailleur MP5 et depuis peu, le fusil d'assaut G36. Jürgen Gresslin, farouche opposant à la prolifération des armes, entend bien stopper ce commerce meurtrier. Le G36 est l'une des armes légères les plus mortelles, sinon la plus mortelle sur le marché. Avec ce fusil, on peut mutiler ou tuer quelqu'un à une distance de 300, 400, voire 500 mètres. Qui fabrique ces armes? La firme allemande Heckler & Koch, située à Oberndorf, dans le Bade-Württemberg.
c'est elle qui exporte le G36 vers le Mexique. Le Mexique est la démonstration par l'absurde de la nouvelle doctrine allemande. Pendant des décennies, on avait coutume de dire on peut vendre des armes à tel ou tel pays parce que la situation des droits de l'homme y est stable, ou parce que c'est un pays ami. Ou au contraire, on disait pas de livraison d'armes dans ce pays parce qu'il viole les droits de l'homme ou qu'il est en proie à la guerre civile. Il se trouve que le gouvernement allemand a rompu avec cette doctrine. L'Office allemand de l'économie et du contrôle des exportations. Chaque exportation allemande d'armement doit faire l'objet d'une autorisation et elle est soumise à ce qu'on appelle un certificat d'utilisateur final. Toute transmission d'armes à des États tiers est exclue. En 2005, la firme Heckler & Koch sollicite l'autorisation d'exporter le G36 vers le Mexique. Même si la guerre des narcotrafiquants y sévit depuis des années, le gouvernement allemand accorde l'autorisation d'exportation avec toutefois certaines restrictions. La livraison d'armes est interdite dans 4 États du Mexique particulièrement instables. Mais à partir de là, qui est responsable? Le fabricant d'armes? Le ministère mexicain de la Défense? Imaginons que le Mexique dise à un gouvernement européen « Nous vous vendons du pétrole, mais vous ne devez pas l'utiliser à des fins militaires. » C'est ridicule. Wolf-Dieter Vogel est journaliste. Il vit depuis longtemps à Mexico. Il enquête aujourd'hui sur le fameux G36. Cela n'a aucun sens. Imaginons qu'on importe un produit en Allemagne, que ce soit des armes ou des gants, peu importe, et que l'on dise « D'accord, on les livre dans le Land de Hesse, mais pas dans le Bade-Württemberg, ni dans le Schleswig-Holstein. » En soi, c'est aberrant. C'est pareil au Mexique. C'est absurde de croire que si on fournit ces armes à la police, elles n'iront pas dans les États concernés par l'interdiction. À peine les premiers G36 arrivent-ils au Mexique que déjà, ils passent la frontière des États concernés. Mais le ministère mexicain de la Défense dément toute responsabilité. L'entreprise Heckler & Koch est présente au Mexique depuis plus de 25 ans. Et depuis toutes ces années, nous n'avons eu connaissance d'aucune restriction, ni de la part de cette dernière, ni de la part d'une... quelconque autorité gouvernementale allemande, ni de la part de l'ambassade d'Allemagne au Mexique. C'est pourquoi ce sujet nous a surpris, car comme je l'ai déjà dit, à l'heure actuelle, nous n'avons connaissance d'aucune restriction, qu'elle soit officielle ou officieuse. Dans un courrier officiel, le ministère mexicain de la Défense confirme que près de la moitié des fusils G36 importés d'Allemagne ont effectivement été livrés dans les États concernés par l'embargo. En Allemagne, ils ne veulent pas de scandale, voilà tout. Mais ils veulent vendre leurs armes. À cet égard, ils imposent leurs conditions en matière de respect des droits de l'homme. Ce à quoi les Mexicains répondent, nous y veillerons. Mais, en fin de compte, les affaires sont les affaires. Le Mexique a-t-il dupé le fabricant allemand? Ou bien ce dernier a-t-il introduit des armes de façon illégale dans les États soumis à l'embargo? Les dirigeants de Heckler & Koch affirment respecter la législation allemande. À l'automne 2009, un employé de Heckler & Koch est venu me voir, totalement désespéré, en me disant que son entreprise au Mexique menait des activités illégales. Il était mêlé à l'affaire puisqu'il était l'un des 4 employés qui avaient organisé sur place l'acheminement des armes jusqu'aux États concernés. J'ai mené une enquête approfondie en réalisant beaucoup d'interviews et en épluchant des tas de documents. Cela m'a permis de constituer une plainte qui a été déposée le 19 avril 2010. En novembre 2011, des perquisitions sont effectuées au siège de Heckler & Koch, à Oberndorf. La police saisit des documents et interroge plusieurs employés. Le parquet de Stuttgart ouvre une enquête. Un communiqué publié par la direction de l'entreprise crée alors la surprise. 2 employés de longue date viennent d'être licenciés.
ils auraient à répondre en personne de l'acheminement des armes dans les États concernés. D'après mes informations, chaque déplacement effectué au Mexique en rapport avec les G36, par exemple les voyages de formation ou les négociations avec le ministère mexicain de la Défense, tout cela devait être validé par la direction de l'entreprise. Par conséquent, il est assez improbable que ces deux employés assument seuls la responsabilité de l'affaire. Cela me semble plus que douteux. Ces photos montrent des policiers et des militaires lors d'une initiation au maniement du G36. Elles ont été prises par des employés de Heckler & Koch. À l'issue de 2 perquisitions, le parquet de Stuttgart se trouve maintenant en possession des factures et des notes d'hôtel relatives à ces stages d'initiation. Le parquet a fidèlement inscrit au procès-verbal la déclaration d'un employé selon laquelle l'entreprise avait connaissance de ces exportations illégales. Il existe aussi des documents prouvant que des employés de Heckler & Koch ont travaillé là-bas, notamment un document de la police de l'État de Jalisco attestant que des employés de Heckler & Koch ont initié les policiers au maniement du G36. Or, cette arme n'est pas censée circuler là-bas. Il s'agit effectivement d'une attestation d'initiation au maniement du G36, dispensée en 2008 par Heckler & Koch au sein de l'Académie de police de l'État de Jalisco. Les transactions ne sont pas transparentes, comme souvent au Mexique, mais aussi en Allemagne. Le gouvernement mexicain déclare avoir reçu 10 000 armes, alors que le gouvernement allemand reconnaît en avoir vendu 8 800. Certaines informations ne sont pas transmises. Et ce qu'il nous faut découvrir, c'est ce qu'il est advenu de ces armes. En effet, le Mexique confirme qu'il a réceptionné précisément 9 652 fusils G36, soit 942 de plus que le quota autorisé. Nous avons demandé des éclaircissements à la direction de Heckler & Koch, qui n'a pas souhaité nous répondre. L'État de Guerrero, dans le sud du Mexique. À première vue, Chilpancingo, la capitale, a l'air d'une ville paisible. En réalité, c'est une plaque tournante du trafic de drogue, et le quotidien y est tout sauf tranquille. Vidulfo Rosales, avocat mexicain, mène avec quelques confrères un combat contre la violence dans la région. Avec la montée de l'insécurité dans le pays, des milices citoyennes se sont créées dans les villes. L'armée tente de les neutraliser. Le gouvernement, l'État, les institutions sont responsables de cette violence. Il y a même une complicité entre les forces de l'ordre et les groupes qui opèrent à Tixtla. Mais le gouvernement préfère persécuter ces milices. La police fédérale utilise des armes qui ont été pensées pour des conflits armés, pour des guerres, et non pour des conflits politiques et sociaux. Dans la petite ville de Tixtla, cette situation de crise a atteint un nouveau sommet. Chaque jour, les affrontements font rage entre les barons de la drogue, les militaires corrompus, la police fédérale et la population locale qui s'est organisée entre-temps en milice citoyenne. À partir d'ici, on nous interdit de filmer. C'est la CRAC, une milice de quartier qui dicte sa loi. Les membres de la CRAC vont décider s'ils peuvent faire confiance à notre équipe de tournage venue d'Europe. Peu après, ils nous autorisent à les suivre et à les filmer. Ces hommes armés ont créé un groupe d'autodéfense constitué de paysans qui se sont entraînés pour combattre la violence des cartels de la drogue. Soutenus par une large fraction de la population,
ils contrôlent aussi d'autres villages de la région. En patrouillant régulièrement dans le village, ils montrent leur volonté de se défendre. D'ailleurs, la police locale a déjà été contrainte de leur céder du terrain. La milice de quartier se déplace toujours à bord de convois armés. Pour l'heure, les rues de Tixla sont pratiquement désertes. Les forces de police sont omniprésentes, encagoulées, équipées de tenues de combat et de fusils d'assaut. Dans les rues, les altercations sont fréquentes. La situation est tendue, voire explosive. La CRAC a établi son quartier général sur les hauteurs de la ville. Cette milice est née du désespoir et de la révolte des citoyens face aux pratiques arbitraires de la police et de l'armée, toutes deux corrompues. Les citoyens veulent échapper au joug du crime organisé et protéger leurs biens. Pour cela, ils se réfèrent à la Constitution du Mexique. Les membres de la CRAC fabriquent eux-mêmes leurs fusils de chasse à partir de tuyaux d'évacuation et de pots d'échappement. Manifestement, c'est avec ces armes de fortune qu'ils se défendent, tandis que leurs adversaires, la police, l'armée régulière et les cartels de la drogue sont dotés d'armes sophistiquées. Les armes que nous utilisons sont des fusils de chasse qui sont autorisés par la loi. Nous ne possédons pas de gros calibres, comme on a pu l'entendre dire. Nous respectons la loi. Tout ce que nous faisons, nous le faisons conformément à la loi. L'armée est mêlée au crime organisé, au narcotrafic. Et nous, lorsque nous délimitons un territoire communautaire, nous ne permettons plus à ces groupes d'y pénétrer. À l'arrière-plan, un autre membre de la CRAC vient d'arriver. À notre grande surprise, nous constatons qu'il tient entre ses mains un fusil d'assaut de type G36. Voici la première preuve que cette arme circule bel et bien dans les régions interdites. Le milicien dépose un autre G36 sur la table. Les armes que vous voyez ici ont été prises à la police municipale. Il s'agit d'un modèle G36 marqué d'un numéro de série de Heckler & Koch et de poinçons allemands. Comment ces armes de guerre sont-elles arrivées entre les mains des miliciens? Ils ont arrêté 2 coordinateurs et 50 membres de la milice citoyenne. Ils les ont jetés en prison. Nous avons donc occupé la mairie. Suite à cela, la police locale est arrivée avec ses armes et les a braquées sur nous. Nous avons réussi à les désarmer et à leur prendre leurs fusils d'assaut. Des policiers armés de fusils G36 qui ne sont pas censés circuler dans l'état de Guerrero. Nous ne savions pas qu'ils étaient interdits. Aujourd'hui, nous voulons les remettre à qui de droit. Mais nous aimerions que la presse soit là. La preuve en images. Des armes de guerre allemandes sont arrivées jusqu'à Guerrero en dépit des restrictions d'exportation imposées par le gouvernement allemand. Ces faits qui jusque-là n'étaient que supposés sont désormais incontestables. Nos fusils nous suffisent. Nous voulons simplement que nos compagnons soient libérés. Quelques jours après cet entretien, Gonzalo Molina, le chef de la CRAC, sera arrêté pour détention illégale d'armes et emprisonné dans un autre État,
pour avoir, selon la thèse officielle, violé la loi relative aux armes de guerre. Sí. Mira, métete ahí, mira. Gonzalo, puedes seguir hablando, se va a escuchar. Sí. ¿Qué explica? Ici, c'est une université. Les locaux servent également de foyer. Beaucoup de gens y sont logés. C'est dans cette université que sont formés les futurs enseignants de la région. Début décembre 2011, ils ont manifesté pour de meilleures conditions d'études. On s'est demandé ce qu'on allait faire et comment. On a décidé de bloquer l'autoroute d'Acapulco. Il n'y a eu aucune négociation, rien de concret. On était prêt à mettre un terme au blocage et à rentrer chez nous à une condition. On voulait simplement que le gouverneur se déplace et qu'il arrange la situation, ou qu'il nous donne un peu d'espoir. Les forces de police sont intervenues, équipées de fusils, de casques et de gilets pare-balles. Au début, les policiers ont reculé. On est parvenu à les déloger. Les étudiants ont voulu entamer des négociations, mais vers midi, la situation dégénère. Certains filment la scène avec leur téléphone portable. Des coups de feu éclatent. Bientôt, c'est la panique générale. Les étudiants jettent des pierres en direction des policiers qui ripostent à coups de gaz lacrymogène. On s'attendait à prendre des coups par les hommes des brigades anti-émeutes. Mais jamais on n'aurait imaginé que des policiers armés ouvriraient le feu sur nous. Quelqu'un a dit « ils tirent en l'air ». Les coups de feu ont été tirés dès le début. Quand on a entendu tirer, on a crié « on nous tire dessus ». D'autres ont dit « non, ils tirent en l'air, ne faites pas attention à eux ». On a continué et on s'est rendu compte que l'un d'entre nous était à terre. La situation semble sans issue pour les étudiants. La répression policière fait une première victime. L'un d'entre nous est allé voir la police pour demander de l'aide, parce qu'on lui avait tiré dessus. Les copains nous ont rapporté que la police lui avait dit de partir, s'il ne voulait pas que la situation empire pour lui. Peu après, un autre étudiant est tué d'une balle tirée par la police. Tu as partagé beaucoup de moments avec ces personnes. Tu as vécu une partie de ta vie avec elles. Et ces personnes ne sont plus là. Il ne te reste plus que les souvenirs. Según la recomendación, 150 elementos de la policía. Selon le rapport officiel, il y avait entre 150 et 200 policiers. 150 o 200. Parmi ceux-là, 80 d'entre eux étaient armés. Et normalement, les armes utilisées par la police nationale sont des G3, des R15.
La police d'État utilise le même type d'armes, et la police fédérale, des M16, des G36 et des G3. L'enquête révèle que 12 G36 sont servis. On le sait grâce au réactif de Gris, qui sert notamment à déterminer si telle ou telle arme a été utilisée. Pour ce qui est des armes fédérales, selon le même test, 16 armes à feu auraient servi. On ignore si les coups mortels ont été tirés avec un fusil G36, car les douilles et les balles ont mystérieusement disparu de la scène des émeutes. Retour à Mexico. En 2003-2004, le gouvernement mexicain a négocié un contrat de licence avec Heckler & Koch pour la fabrication du G36. Le contrat a été signé et selon le ministère des Finances mexicain, la firme a été payée sur 4 ans. Le gouvernement mexicain a bien acheté une licence à Heckler & Koch. À notre demande, le SEDENA, le ministère mexicain de la Défense, confirme l'existence d'un accord conclu avec la firme Heckler & Koch. En 2006, des virements vers l'Allemagne d'un montant de 22 800 000 pesos, soit environ 1 200 000 euros, ont aussi été effectués. Il s'est vraisemblablement passé quelque chose, mais quoi? Nous ne savons pas. Il nous faudra faire des recherches. Ces armes n'ont jamais été fabriquées. Toutefois, des armes de facture mexicaine ont bien été fabriquées, elles. Et celles-ci ressemblaient beaucoup au G36. Ceci est parfaitement établi. La technologie utilisée pour leur mise au point est assurément allemande. Une arme inspirée du G36 est-elle effectivement fabriquée au Mexique? Les documents émanant du ministère mexicain de la Défense parlent d'un transfert de technologie. L'Allemagne a-t-elle donné pour cela son autorisation? Le gouvernement allemand et la firme Heckler & Koch restent muets sur le sujet. La piste de ce nouveau fusil mitrailleur nous conduit au musée de l'armée mexicaine. Les armes exposées dans cette vitrine sont presque exclusivement d'origine allemande. Il y a là des pistolets signés Heckler & Koch, le fusil d'assaut G3 et le pistolet mitrailleur MP5, toujours du même fabricant. Tout en haut de la vitrine, une arme qui ressemble beaucoup au G36, mais qui est présentée comme un modèle mis au point au Mexique et désigné sous la référence FX-05. Selon la directrice du musée, cette arme était sous brevet allemand. Voici l'arme la plus récente. C'était un brevet allemand et maintenant c'est le FX-05. Nous remontons la piste du FX-05, fabriqué à Querétaro, à 230 km au nord de Mexico. Dans la zone militaire interdite, une usine d'armement a été ouverte en 2006. D'après les estimations des spécialistes, 60 000 exemplaires du FX-05 ont été produits jusqu'ici dans cette usine. La ressemblance entre le FX-05 et le fusil d'assaut allemand G36 est évidente. Y solamente cuando hago el disparo, introduzco el dedo. Una vez que termino de hacer el disparo, regreso el dedo nuevamente a la posición de descanso.
Le directeur de l'usine nous montre différents types d'armes, provenant de Belgique, des États-Unis, d'Allemagne. Une arme de haute technologie comme le G36 ne peut pas être copiée et fabriquée par n'importe quelle firme. Il faut le savoir-faire de techniciens hautement qualifiés, et ce n'est possible qu'avec l'aide de Heckler & Koch. Il faut faire appel aux compétences de leurs ingénieurs, et cela ne se fait pas, en fin de compte, sans l'approbation de l'entreprise. Il n'existe pas de preuves irréfutables sur la question. Toujours est-il qu'au Mexique, des armes allemandes sont fabriquées sous licence depuis des décennies. Puisque nous avons la licence, pourquoi devrions-nous tout le temps leur rendre des comptes? Nous payons pour cette licence. Nous sommes dans notre pays et nous avons le droit de fabriquer nous-mêmes ces armes et de les livrer où bon nous semble. Existe-t-il aussi une licence pour le FX-05? En Allemagne, on n'est au courant de rien, officiellement. Quoi qu'il en soit, dans l'usine de Querétaro, on continue à produire des FX-05. Comment en est-on arrivé là? Cela reste un mystère. La technique de fabrication utilisée à Querétaro provient en partie d'Allemagne. Le site de production mexicain a été construit en 2006 avec l'aide de l'entreprise Fritz Werner pour le compte du ministère mexicain de la Défense. Fritz Werner a son siège dans la Hesse, dans la région viticole de Geisenheim. Cette entreprise construit notamment des sites de production dans des pays où la fourniture d'armes est contestée en raison de violations des droits de l'homme. Elle appartient aujourd'hui au groupe Ferrostal. Roman Deckert, spécialiste des conflits, suit la piste de Fritz Werner depuis plusieurs années. Fritz Werner a révolutionné la fabrication des munitions. C'est son invention qui a rendu possible l'industrialisation de la guerre. L'entreprise Fritz Werner était un instrument majeur de la guerre froide. Officiellement, les gouvernements allemands successifs se sont toujours tenus à l'écart, mais dans la pratique, c'est une autre histoire. Rudolf Mayer a été très longtemps le PDG de Fritz Werner, des années 50 jusqu'aux années 70. Il a été une figure dominante de l'entreprise. Il a écrit dans un mémorandum que Fritz Werner était l'adresse de référence des militaires de l'ensemble du tiers-monde. En effet, ils sont nombreux à avoir été formés chez Fritz Werner. À leur tour, ils ont transmis leur savoir-faire aux générations actuelles d'ingénieurs spécialisés dans l'armement, dans des pays qui connaissent aujourd'hui une situation politique et économique désastreuse. Birmanie, Iran, Irak. La liste des clients douteux de Fritz Werner est longue. Il ne faut pas oublier que Fritz Werner, entreprise méconnue du grand public, appartenait à l'État allemand. Elle a subi des pertes qui ont été compensées grâce aux impôts de nos parents et de nos grands-parents. C'est-à-dire que la population allemande a elle-même subventionné, souvent sans le savoir, la prolifération des armes dans le monde. Des usines d'armement et de munitions directement implantées dans des États où la livraison d'armes est officiellement interdite. En clair, cela signifie on a trouvé une faille formidable qui permet de dire au grand public « nous n'exportons pas d'armes ni de munitions » et qui permet en plus de passer sous silence que Fritz Werner livre, clé en main, des usines de fabrication d'armes et de munitions. Grâce à cette faille, les armes allemandes sont livrées dans le monde entier. La piste de l'entreprise Fritz Werner nous conduit en Colombie, en proie à la guerre civile depuis plus de 60 ans. Notre enquête commence à Bogota, la capitale, siège d'une autre usine de fabrication d'armes créée par Fritz Werner. Voici l'usine d'Indoumil. Juste là, le panneau qui indique usine d'armes. Derrière ces arbres. L'Allemand Ralf Willinger, militant de l'ONG Terre des Hommes, est accompagné par un journaliste colombien qui le conduit dans une banlieue de Bogota.
On va entrer sur le site et demander si on a le droit de filmer. On va voir s'ils nous laissent faire. Sinon, on va leur paraître suspect. Salut chef, comment ça va? Dis-moi, c'était bien Indoomil ici avant? C'est toujours Indoomil. Nous savons que cette usine a vu le jour avec l'aide d'entreprises allemandes et qu'elle a donc produit des armes de fabrication allemande qui ont ensuite été livrées à l'armée colombienne. Partant de là, ces armes ont aussi atterri, selon toute vraisemblance, entre les mains de groupes paramilitaires qui ont collaboré avec l'armée. Derrière ces murs se cache l'usine de fabrication d'armes construite par Fritz Werner en 1956. À cette époque, la violencia, la guerre civile colombienne, faisait rage. Ils m'ont dit que c'est une zone militaire. C'est pour ça qu'il est interdit de filmer. La zone est surveillée par les services secrets militaires. Mais j'ai vu le nom de l'entreprise, Fagecor, Fábrica General Córdoba. Et c'est bien la même société qu'Indoomil. Pour en savoir plus sur Indoomil, nous allons sur le site internet de cette entreprise publique d'armement, Industria Militar. Indoomil appartient à l'État. C'est une entreprise publique et elle est la seule à pouvoir produire et distribuer des armes et vendre des licences en Colombie. Cette entreprise a une importance assez considérable et elle a grandi à mesure que le conflit s'étendait. La course permanente à l'armement a conduit à l'escalade de la violence. Depuis qu'elle a éclaté en 1948, la guerre civile a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. De violents combats voient s'affronter l'armée, la police, les rebelles et les cartels de la drogue. Les différentes factions sont notamment armées de fusils d'assaut et de pistolets mitrailleurs allemands. Dans ses reportages télévisés, le journaliste Pablo Moris analyse de façon critique la lutte contre le trafic de drogue et les responsabilités de l'État en la matière. À chaque reportage, il met sa vie en danger. Il doit se déplacer en voiture blindée et avec des gardes du corps. En Colombie, l'État alimente lui-même la violence. On sait peu de choses sur la manière dont l'entreprise publique Indoomil dissémine les armes à travers le pays. La Colombie a été soumise à des conditions très strictes en matière de respect des droits de l'homme. En principe, les forces armées colombiennes n'ont pas le droit d'acheter des armes en Europe, en raison du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armement. Mais ces conditions n'ont guère été respectées, que ce soit dans les années 80, 90 et encore aujourd'hui. Sur le marché international, la Colombie peine également à se fournir en armes. Les forces armées colombiennes utilisaient des pistolets achetés en République tchèque. Ce commerce était soumis à une stricte régulation. Il a été arrêté l'année dernière lorsque l'armée colombienne a pu acheter une licence de fabrication aux États-Unis. Sur la page d'accueil du site d'Indoomil, on découvre la nouvelle chaîne de production, d'où sort une nouvelle génération d'armes légères. Le Walter PP est devenu l'arme standard des forces armées colombiennes et de la police nationale. Il est fabriqué sous licence et d'après mes informations, cette licence a été acquise aux États-Unis auprès d'une filiale de l'entreprise Walter. Le Walter P22, arme de poing semi-automatique, est proposé à la vente sur le site internet d'Indoomil. Dans le même temps, sur le showroom d'Indoomil, ce modèle est présenté comme une production propre à l'entreprise.
Autre découverte. Sur le site internet d'un distributeur officiel des armes d'Indoomil, le Walther P99 est présenté comme une arme d'importation. À notre demande, l'Office allemand de l'économie et du contrôle des exportations a confirmé que le modèle Walther P99 figure dans la partie 1A de la liste de contrôle des exportations et qu'il doit obtenir une autorisation pour son exportation vers la Colombie. Sur la toile, des particuliers ont posté des vidéos montrant le Walther P99 qu'ils ont acheté. On voit clairement le tampon d'Indoomil, le poinçon allemand et l'inscription « Made in Germany » sur le canon. La société Walther n'a pas voulu s'exprimer sur cette question. D'après les indications de l'Office de l'économie et du contrôle des exportations, aucune demande n'a été adressée pour l'exportation des Walther P99 et aucune licence n'a été accordée pour la Colombie. Et pourtant, ces armes sont bel et bien disponibles là-bas. Soit elles ont été livrées illégalement, soit le certificat d'utilisateur final a été falsifié. En clair, cela signifie que les armes allemandes transitent par les États-Unis pour atteindre la Colombie. Ce pays connaît un fort taux de criminalité et détient le record mondial d'enlèvement et de crimes politiques. L'ingénierie allemande est exceptionnelle. Les armes sont de très bonne facture. Ce sont des produits d'une grande fiabilité, non seulement les fusils, mais aussi les mitrailleuses. Lorsque vous tenez une arme allemande entre les mains, vous savez qu'elle va fonctionner et faire mouche. L'usine d'Indoomil abrite tout un arsenal d'armes légères destinées à l'exportation. Pour ce qui est des armes légères de petit calibre, la Colombie est l'un des pays d'Amérique latine qui exporte le plus et qui possède les capacités pour être autosuffisant et pour exporter. Dans l'usine bâtie par Fritz Werner, puis transmise à Indoomil, une industrie d'armes légères à part entière a vu le jour. En tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous affirmons que ces octrois de licence et ces implantations d'usines d'armes en Colombie, Arabie Saoudite ou Birmanie sont tout à fait inacceptables. Il faut immédiatement y mettre un terme. Par son comportement, l'Allemagne a aussi sa part de responsabilité dans la violation des droits de l'homme dans ces pays. Les forces armées colombiennes ont commis de nombreuses atrocités, en particulier entre 2003 et 2006. Pendant cette période, l'armée a été impliquée dans toute une série de tueries. Il faut savoir que tous les acteurs, l'armée, les milices, les organisations paramilitaires et les groupes criminels, exploitent des enfants. Ils les recrutent pour en faire des soldats et leur donnent un uniforme et des armes. Diana Turbay est un quartier de Bogota où vivent de nombreux réfugiés venus se mettre à l'abri de la guérilla urbaine. Souvent, victimes et assassins cohabitent dans un espace restreint. Ancien membre des FARC blessé dans un échange de tirs, Sabas Duque vit aujourd'hui en fauteuil roulant. J'ai grandi dans une famille où la violence était quotidienne. Peu à peu, je m'y suis habitué. Je rêvais de posséder une arme. Je rêvais de me sentir tout puissant. Les FARC, l'organisation de guérilla d'extrême gauche, attire les jeunes avec ce genre de clips vidéo. Sabas Duque a lui aussi rejoint la guérilla lorsqu'il était très jeune. Il avait 14 ans. Nous faisions partie d'une milice rurale. Pendant les exercices, on devait contrôler une zone bien délimitée et y mettre de l'ordre. Mais vous imaginez, un gamin armé qui a le pouvoir de tout contrôler et de prendre des décisions, c'était de la folie.
Les tout jeunes guérilleros des FARC combattent l'armée et les cartels de la drogue. Ils sont aussi tristement célèbres pour les nombreux enlèvements et assassinats commis à travers le pays. Sabas Douké, lui, était chargé d'un trafic d'armes de contrebande. Si tu fais la guerre, tu vas forcément tuer. Sur les hauteurs de Bogota se trouve l'organisation Ben Posta, spécialisée dans la protection de l'enfance. C'est un refuge pour les enfants et les jeunes qui se trouvent sur des listes de personnes à abattre. Âgés de 8 à 18 ans, ils faisaient partie d'organisations de guérilla ou de groupes paramilitaires impliqués dans le trafic de drogue. Leurs familles sont désormais menacées et eux-mêmes ne pourraient pas survivre sans l'aide de Ben Posta. Certains de ces enfants ont participé à des combats, ont assassiné des gens, ont rendu des services aux paramilitaires. Mais pour nous, ce sont des victimes. Ils ne sont pas responsables de leurs actes. Pourquoi? Parce qu'on les a contraints à agir d'une certaine façon. Ce ne sont pas eux les assassins. Ce projet est financé par des ONG comme Terre des Hommes. Ralph Willinger a recueilli de nombreux témoignages d'anciens enfants soldats qui ont dû dans un premier temps se réhabituer à vivre sans armes. Hola, Ralph ist mi nombre? Nicolas. Bueno. Certains enfants disent que leur arme est comme une mère pour eux. Elle est toujours présente et veille sur eux. Voilà le genre de phrase typique des enfants soldats, garçons et filles. Ils finissent par réaliser que certains de leurs camarades et certains civils sont morts dans des conditions atroces. Parfois, ils ont eux aussi tué des gens. Ce n'est pas le cas de tous, mais quelques-uns y ont été forcés. Ce sont bien sûr des expériences qui les marquent à vie et qu'ils gardent en eux sans pouvoir les digérer. Ralph, me llamo. Yo trabajo con una organización. J'avais 14 ans. Je suis partie parce que là-bas, dans la maison où je vivais, on ne me donnait pas à manger. On m'obligeait à coucher avec des hommes. Je ne recevais ni argent ni rien. On nous obligeait à avoir des relations sexuelles avec des hommes. J'ai eu une enfance heureuse, mais aujourd'hui tout a disparu. Les mauvais moments que j'ai vécus là-bas ont balayé les bons souvenirs de mon enfance. Ce jeune garçon avait 13 ans quand il a été enrôlé dans les FARC. Sur le coup, t'en as rien à faire. Et puis, tu commences à penser, à réfléchir. Tu te penches sur le problème et tu commences à avoir des remords. Tu t'interroges, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qu'il m'a fait? T'aimerais faire marche arrière, changer le cours des choses pour éviter de tomber dans cet engrenage. Mais tu sais qu'une fois que t'as mis le doigt dedans, c'est pour toujours. Tu es marqué à vie. Les FARC et autres groupes de guérilla ne sont qu'une des forces en présence dans la guerre civile qui fait rage en Colombie. Tous ont recours à des armes légères, appelées ainsi car elles sont maniables, même entre des mains d'enfants. D'après les organisations de défense des droits de l'homme, ce sont les armes de destruction massive de notre époque. La population civile est toujours la première à en faire les frais. À l'heure actuelle, l'accès facile aux armes fait de la Colombie l'une des régions les plus dangereuses au monde. À quoi bon contrôler les exportations puisqu'il est si facile de contourner la loi, en Colombie comme dans d'autres foyers de crise? Le spécialiste des conflits Roman Deckert nous fait part de son expérience au Soudan. Je me suis intéressé à la question de Fritz Werner lorsqu'un Soudanais m'a dit un jour « Ce que les Allemands ont fait de mieux pour le Soudan, c'est de construire la fabrique de munitions de Tchétchéra. »
Le Soudan est l'un des pays d'Afrique où les violations des droits de l'homme sont les plus graves. À l'issue de presque un demi-siècle de guerre civile, le Soudan du Sud s'est séparé du Soudan en juillet 2011, proclamant officiellement son indépendance. Les Nations Unies ont rapidement reconnu ce nouveau pays africain. Je suis allé dans la ville de garnison de Djouba, encerclée par les rebelles, et j'ai été témoin de la misère qui régnait là-bas. J'ai vu les bébés avec leurs gros ventres et les mouches dans leurs yeux. Ça a été pour moi une prise de conscience radicale, sachant que la guerre au Soudan avait été menée surtout avec des armes légères provenant d'Allemagne. Chef de la police du Land de Basse-Saxe, Klaus-Dieter Titz dirige la mission de police de l'ONU au Soudan du Sud. Il est bien conscient du problème de la prolifération des armes légères dans la région. Pendant ces 50 années de guerre, l'ennemi a toujours été le voisin du Nord. Cela a permis d'une certaine manière de préserver la cohésion du Soudan du Sud. Après l'accord de paix signé en 2005, qui a apporté une certaine stabilité, et surtout après l'indépendance, les autorités sud-soudanaises ont dû se dire « Nous avons réussi, nous sommes devenus le 193e État admis aux Nations Unies ». Là, j'ai pensé que le pays allait se développer de façon positive. Malheureusement, le scénario s'est déroulé tout à fait autrement lorsque d'anciennes rivalités latentes entre les différentes tribus ont éclaté au grand jour. Des milliers de membres de la tribu Mourle attaquent la tribu ennemie des Loups Noirs, massacrant 700 femmes et enfants et incendiant des villages entiers. C'est à ce moment que Klaus-Dieter Titz est dépêché dans la région de Djonglé. 10 000 combattants de la tribu des Loups Noirs ont riposté à l'attaque de la tribu des Mourle. En quelques jours, ils ont tué 3 000 personnes et rasé plusieurs villages. Klaus-Dieter Titz inspecte un village incendié en quête d'indices. Il était important d'établir les faits en faisant notre métier de policier, à savoir en menant une enquête criminelle. Où sont les cadavres? À quoi ressemble le lieu du crime? Que disent les témoins? Sinon, n'importe qui aurait pu dire « Tout ça, c'est de la propagande, il n'y a jamais eu de mort ». C'est pour cela qu'il était important de faire cette enquête. Un témoin rapporte que les villageois se sont enfuis et ont couru en direction du bush. Il est probable que la police retrouve les corps à une vingtaine de kilomètres du village. Si on va jusqu'à cet endroit, c'est là qu'on trouvera les cadavres. On pourrait aller là-bas. Vous dites que c'est à une vingtaine de kilomètres, c'est ça? C'est quelque part dans cette zone. Dans le cadre de ces affrontements, notre commandant s'est rendu sur place avec le vice-président pour rencontrer les représentants des Loups Noirs, qui s'étaient vengés de l'agression des Mourlins. Notre commandant a dit « Une chose est sûre, ils disposent d'armes très modernes ». Effectivement, ces armes sont en circulation et elles sont utilisées pour tuer des gens. Mais au Soudan du Sud, comment recueillir des informations sur les stocks d'armes utilisés ou sur l'origine des armes? À elle seule, la recherche d'indices sur le massacre de Djonglé équivaut à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les enquêteurs retrouvent tout de même des projectiles de calibre 7,62 qui correspondent aux munitions standards d'un fusil G3 ou d'une Kalachnikov. Cet homme a été touché dans le dos alors qu'il était en train de fuir. On peut déduire que ce projectile se trouve ici depuis peu de temps. Parce qu'on voit encore toutes les traces provenant de l'arme. Elles se forment sur le projectile au moment du tir. La recherche d'indices s'arrête là car les Nations Unies ne disposent pas de mandat d'enquête. Le rôle de la mission de police de l'ONU se limite à recueillir des éléments de preuve.
Comment se fait-il que les Soudanais détiennent des armes? Chez nous, l'État prévoit clairement que c'est la police qui a le monopole exclusif de l'usage de la force, notamment pour protéger les citoyens. C'est pour cela que les policiers portent une arme. Les citoyens n'en ont pas besoin, car c'est le rôle de la police. Au Soudan, cette relation de confiance n'existe pas. Il est important que les mentalités évoluent pour que les citoyens aient confiance, pour qu'ils sachent que les agresseurs éventuels seront repoussés de manière durable et que leur famille sera protégée. C'est comme ça qu'ils se passeront des armes. Mais on en est encore loin. Retour à Djouba, la capitale. Des membres du BICC, le Centre international de conversion de bonnes, ont été sollicités pour tenter de résoudre le problème des armes légères. Cette ville est fascinante. Je n'en ai jamais vu de pareil. Quand je suis arrivé ici il y a 1 an, la moitié des bâtiments que vous voyez n'existaient pas. Où sommes-nous? C'est le Wildlife Service, l'organisme chargé de la protection des animaux dans les parcs nationaux et des parcs protégés en général. La plupart des soldats viennent de la SPLA, l'armée rebelle du Soudan du Sud. À la fin de la guerre, le gouvernement en a recasé beaucoup dans la police, au wildlife et dans l'administration pénitentiaire. Disons que ce sont des unités paramilitaires qui portent d'autres uniformes. Oui, l'armée était beaucoup trop grande. Et c'était juste une façon de réduire les effectifs sur le papier. Et en même temps, cela permet d'avoir suffisamment d'hommes qui savent se servir d'une arme et qui sont opérationnels en cas d'urgence. Les frontières sont flottantes. Ici, des soldats du wildlife s'entraînent aux côtés de soldats d'infanterie de l'armée régulière. Au Soudan du Sud, même les pompiers sont armés jusqu'aux dents. Salut. Bonjour. Salut, comment vas-tu? Bien, et toi? Content de te voir. On vient vous rendre visite. Un nouveau projet est en cours à Djouba, la modernisation du dépôt d'armes. Les chargés de mission du BICC demandent à vérifier l'armurerie. Ils y découvrent des armes de toute provenance, entreposées à côté de munitions, d'explosifs, d'ivoire et de peaux d'animaux. Vous avez des G3? Là, ce sont des G3. Au Soudan du Sud aussi, le fusil d'assaut G3 est la deuxième arme la plus utilisée après la Kalachnikov. L'un des grands problèmes auxquels sont confrontés la police, l'armée et le Wildlife Service, c'est que des armes disparaissent et tombent entre les mains des civils. Si quelqu'un entre dans un dépôt comme celui-ci et vole 4, 5, voire 10 fusils, personne ne le remarquera. Par contre, si quelqu'un enlève 5 fusils dans un râtelier accroché au mur, la première chose qu'on remarquera le lendemain, c'est qu'il manque des fusils. Installer des porte-fusils, c'est donc déjà un progrès. Autre chose très importante, il faut enregistrer les armes dans un livre. En plus de cet important stock d'armes, le dépôt abrite des munitions et des explosifs. Ça vient de la République démocratique du Soudan. Celui-ci est russe. Ça vient du Japon. Ce dépôt à lui seul contient des armes en provenance des 4 coins du monde. Fais attention avec ça. Laisse-la dans la caisse. Il existe 2 types de dépôts d'armes. Ceux pour stocker les armes légères, comme les G3 ou les Kalachnikov, et les dépôts de munitions, pour stocker le matériel susceptible d'exploser. Et certains de ces engins peuvent exploser à tout moment, c'est leur finalité. Par exemple, on ne devrait pas entreposer ici les mines terrestres et les grenades à main. Tiens, justement, en voilà une.
Et que vont devenir toutes ces vieilles armes? On détruit celles qui ne fonctionnent plus. Ah, seulement celles qui ne fonctionnent plus. Détruire une arme qui fonctionne, c'est inconcevable pour les gens d'ici. Les chargés de mission du BICC ont déjà atteint un objectif de taille en sécurisant le dépôt d'armes. De nouvelles munitions viennent d'arriver de Russie et de Chine. Au Soudan du Sud, presque tout le monde a une arme. Elles ont été dispersées à travers le pays pendant la guerre. Ici, tout le monde est entraîné au combat. Le gouvernement de Khartoum a formé ses propres troupes. Et au Soudan du Sud, nous avons aussi formé nos hommes. C'est pour ça que tout le monde a reçu une arme. Il y a des gens qui n'ont pas fait la guerre, mais qui ont quand même gardé leur arme. Ils la conservent chez eux. La prolifération des armes légères au Soudan du Sud est un problème insoluble aux yeux de la communauté internationale. Pour les habitants, une vie sans armes est inimaginable. On vous prend 5 vaches et on vous donne un AK-47. On vous dit que ce fusil vous aidera à protéger votre troupeau. En contrepartie, on vous prend 5 vaches pour avoir de quoi manger. La meilleure chose qu'on puisse faire pour les gens d'ici, c'est de les laisser rentrer chez eux avec leurs armes, vous comprenez? C'est comme ça qu'elles sont arrivées entre les mains des villageois. Le Soudan est le principal pays à l'origine de la prolifération des armes légères au Soudan du Sud. Ces milices rebelles et ces forces armées, ainsi que le Front démocratique du peuple, sont intervenus là-bas. C'est comme ça que le Soudan du Sud est devenu une décharge pour les armes légères. La semaine dernière, lors d'un parachutage, le Soudan a largué des armes et des munitions au-dessus de la province de Jonglei. Je dis bien la semaine dernière. Nous en avons eu la confirmation et plusieurs sources accréditent cette information. Nous pouvons le prouver et vous êtes libre d'inspecter ces armes quand vous voulez. Beaucoup de mines terrestres sont toujours actives par ici. Les chargés de mission du BICC acceptent l'offre du général Mavout. Accompagné par le maréchal Steven Babanen, responsable du service logistique et technique d'armement, ils se rendent sur une base militaire située au nord de Djouba. Voici un fusil. Et des munitions. Oui. Comment savez-vous d'où vient ce fusil? En fait, ils sont très malins. Ils font disparaître toutes les marques. Mais nous savons que ce fusil vient de l'ennemi car nous l'avons pris aux rebelles qui sont soutenus par le gouvernement de Khartoum. Il a été parachuté d'un avion. Et ils ont effacé le numéro. L'animosité et la méfiance envers le Soudan sont omniprésentes. Selon toute vraisemblance, une grande quantité d'armes allemandes est en circulation là-bas. Dans cet État d'Afrique du Nord, différents fronts politiques, religieux et ethniques s'affrontent, à la croisée de l'Afrique subsaharienne et du monde arabe. Ici aussi, le Centre international de conversion de Bonn est sollicité pour tenter d'endiguer la prolifération des armes légères. D'après les sources internationales, il y aurait jusqu'à 3 millions d'armes sur l'ensemble du territoire soudanais. Des armes illégales. Ces statistiques, évidemment, ne sont que du vent. Comment peut-on obtenir des chiffres fiables?
Les armes illégales sont très nombreuses, mais combien il y en a exactement, personne ne le sait. Tout au plus, on fait des estimations. Nous sommes à une conférence sur le contrôle des armes légères à Khartoum. Si on veut désamorcer les conflits incessants dans le pays, il faut retirer ces armes de la circulation. Soulaf al-Din Salir, le représentant du gouvernement pour le désarmement au Soudan, est lui-même un vétéran de guerre. Tout le monde a connu l'horreur dans notre pays. Tous les Soudanais, quel que soit le conflit auquel ils ont participé, et quel que soit leur camp. Les combats et les tueries ont touché tous les foyers. Tout le monde a perdu quelqu'un pendant la guerre, que ce soit dans sa famille, parmi ses voisins ou ses amis. Il faut considérer ces gens de manière plus positive et ne pas les stigmatiser en disant que c'était eux les meurtriers. Car en fin de compte, pendant la guerre, nous étions tous des meurtriers. Depuis le début de la guerre civile, il y a près d'un demi-siècle, le sang n'a cessé de couler, que ce soit au Darfour, dans le Soudan du Sud, au Nil Bleu ou au Sahel. Les réfugiés et les morts se comptent par millions. Et les armes allemandes sont présentes, une fois de plus. On retrouve le fusil d'assaut G3 dans l'une des plus grandes poudrières de la planète. La production du G3 en Allemagne et à l'échelle mondiale a pris des proportions énormes. Ce fusil a d'abord été livré à des pays aux quatre coins du monde et ensuite des licences ont été accordées. Le gouvernement allemand a attribué au moins 15 licences de fabrication qui sont réparties sur plusieurs continents. Résultat, le G3 occupe aujourd'hui la deuxième place sur le marché mondial de l'armement. À l'initiative des Nations Unies, des missions d'aide du monde entier sont dépêchées au Soudan. Chaque jour, elles constatent les conséquences de la prolifération des armes. Pour un militaire allemand, par exemple, qui travaille pour les Nations Unies, ça doit paraître bizarre de se retrouver tout à coup face à un milicien qui porte la même arme que lui. Une arme qu'il a appris à manier pendant ses classes. C'est là qu'on se demande s'il n'y a pas eu des ratés dans notre politique d'exportation de l'armement. Même au Darfour, région meurtrie par les famines et les conflits armés sans fin, les armes sont encore omniprésentes. Nous mettons tout en œuvre actuellement pour collecter les armes que le gouvernement, c'est-à-dire nous-mêmes, a données à la population civile. Nous reconnaissons nos torts en la matière. Et c'est un défi que nous essayons maintenant de relever. Nous demandons à nos partenaires internationaux de nous apporter leur aide pour résoudre ce problème. Khartoum, la capitale du Soudan, est la ville la plus développée du pays. Mais les apparences sont trompeuses. Le Soudan compte en fait parmi les pays les plus pauvres d'Afrique. Encore aujourd'hui, les conflits larvés minent le pays. Les services secrets chargés de la sécurité intérieure s'efforcent de garantir un avenir apaisé. Le général Abdelaziz entend montrer clairement les efforts réalisés par le gouvernement pour mieux contrôler les armes légères. Voici une arme très répandue au Soudan. C'est un G3, un fusil allemand dont la détention est illégale pour les civils. Dans notre pays, il y en a énormément, qu'ils soient légaux ou illégaux. Voilà, c'est par ici. Suivez-moi. C'est le bureau qui s'occupe des armes légères et de petits calibres. Il est chargé d'enregistrer et de contrôler les armes qui circulent au Soudan. Les employés sont en train d'enregistrer un pistolet mitrailleur modèle MP5 qui vient d'être saisi. Sur le canon de l'arme, ils gravent un numéro, puis le consignent dans un registre. Des groupes armés font un trafic d'import-export d'armes illégales aux frontières soudanaises. C'est un commerce qui rapporte. Ça pourrait bien être un pistolet chinois. Et ça, c'est une Kalachnikov, tout le monde connaît. Là, on a un Makarov. C'est un pistolet russe, mais fabriqué en Chine.
Et voilà un Colt, américain, calibre 45. Là, c'est un Brown, un pistolet belge. Ce fusil-là vient d'Espagne. Au Soudan, on a aussi des G3 allemands, des MP5 et des MG3. Et d'où viennent les armes allemandes? Autrefois, les gouvernements allemands et soudanais travaillaient beaucoup ensemble. C'est comme ça qu'un grand nombre d'armes sont arrivées ici. Mais elles sont légales. Hier comme aujourd'hui, le Soudan compte parmi les foyers de crise les plus importants à l'échelle mondiale. Des cargaisons entières de fusils d'assaut y ont été livrées, alors que le gouvernement allemand savait que ces armes étaient utilisées sur les champs de bataille. Les deux États allemands ont aussi mené la guerre froide par pays interposés, au Soudan notamment. Il s'agissait de retirer des bénéfices politiques de la situation, une certaine indulgence politique des milieux diplomatiques. Et cette indulgence a été achetée en fournissant des armes. L'introduction de la charia au Soudan en 1983 n'a pas empêché les armes et les munitions importées d'Allemagne d'atteindre un niveau record. Cela représentait plusieurs dizaines de milliers de fusils G3, à savoir autant d'armes en circulation que de soldats dans l'armée soudanaise. Il s'agissait de construire une usine de munitions à la périphérie de Khartoum, sur le site de celle qui avait été bâtie en 1959 par l'entreprise publique Fritz Werner. Comme en Colombie, la firme Fritz Werner est une nouvelle fois impliquée. Sous la supervision d'ingénieurs allemands et avec l'autorisation du gouvernement allemand, l'entreprise d'armement construit cette usine. Des techniciens qualifiés allemands forment les équipes locales. C'est ainsi qu'une industrie de l'armement voit le jour au Soudan. Depuis lors, elle alimente les conflits dans toute la région. Conséquence, armes et munitions circulent à travers tout le continent africain. Le soutien dont a bénéficié le Soudan, avec les mesures de formation et surtout avec le développement de l'usine de munitions, a contribué à l'escalade de la violence pendant la guerre civile, surtout au Soudan du Sud. Military Industry Corporation, MIC. L'histoire reconnaît l'importance de la civilisation soudanaise et sa suprématie sur beaucoup d'autres. Des recherches sur Internet nous permettent de faire un point sur l'état actuel de l'usine de munitions Fritz Werner au Soudan. La technologie apportée par l'Allemagne se développe et se transmet pour ainsi dire d'une génération à l'autre. Sur son site Internet, MIC présente, en plus des munitions, des pistolets mitrailleurs MP5 et des fusils d'assaut G3. Parallèlement, le Soudan propose des armes à l'export sur le marché international, comme le prouvent ces photos du stand soudanais prises à Dubaï sur le Salon international de l'armement, l'IDEX. Mais ces armes sont aussi utilisées à l'intérieur du pays, dans la région du Darfour, théâtre depuis 2003 d'un conflit entre l'armée régulière et les troupes rebelles. Une fois les armes fabriquées, il est difficile de contrôler l'usage qui en est fait. Cette question ne se pose pas seulement en Amérique latine et en Afrique, l'Europe est aussi concernée. Notre enquête nous conduit à présent en Bosnie-Herzégovine, où Klaus-Dieter Titz est également intervenu pour une opération de maintien de la paix lancée par les Nations Unies.
Pour la première fois en 2004, j'ai été envoyé par l'ONU en mission en Bosnie-Herzégovine. L'Union européenne y menait une mission de police depuis 2003, à la suite de la guerre qui a eu lieu entre 1992 et 1995. Notre tâche était de mettre en place des structures policières démocratiques. Force a été de constater qu'un nombre exorbitant d'armes circulait dans le pays, notamment des kalachnikovs, des fusils mitrailleurs et des fusils d'assaut comme le G3. Muamer Seyic est inspecteur principal à Sarajevo. Il a participé à la mission de police au Soudan du Sud avec Klaus-Dieter Titz. Je me suis rendu compte dans l'avion que la ville s'était agrandie. Oui, tu vas voir ça de plus près. Sarajevo, aujourd'hui. La ville a changé. Pourtant, les stigmates de la guerre sont encore visibles partout. Une vie urbaine en apparence normale, au milieu de façades criblées de balles. Pendant des années, la route qui relie l'aéroport au centre-ville de Sarajevo a été surnommée Sniper Alley, la route des tireurs embusqués. Ça a commencé par des barricades. Ensuite, il y a eu des échanges de coups de feu, puis des tueries. J'ai été moi-même témoin de ce qui s'est passé. J'avais 16 ans au début du conflit. Au début des années 90, la guerre civile éclate en Yougoslavie, pays pluriethnique. Ceux qui étaient jusque-là des voisins deviennent des ennemis. Tout a changé du jour au lendemain. Ils nous ont attaqués. Ils ont voulu nous tuer. Les rues sont autant de chemins meurtriers. Hommes, femmes, enfants. Personne n'échappe à la violence. Quand le conflit a éclaté, les Serbes en particulier avaient accès aux dépôts de l'armée de l'ex-Yougoslavie. Donc, ils étaient très bien armés, du moins au début. Les Bosniaques, ainsi que les Croates, étaient nettement moins bien équipés. Les dépôts d'armement de l'armée yougoslave sont pillés et les armes distribuées aux civils. De plus, des armes venant du monde entier arrivent dans le pays. Muamer Seyic reçoit lui aussi un fusil d'assaut. Pendant 4 ans, le terrible conflit ébranle le pays. Puis, c'est enfin l'armistice. J'étais l'homme le plus heureux au monde. La paix était revenue. On pouvait enfin revivre, essayer de se reconstruire. Depuis, je travaille comme policier pour mon pays. Il y avait énormément d'armes en circulation. Policiers et citoyens ont réfléchi à la façon de s'attaquer à ce problème. Parce qu'après 4 ans de conflit armé, tout le monde en avait assez. En fin de compte, on n'obtient que de la souffrance, quel que soit le camp auquel on appartient. Cette guerre a fait au moins 100 000 victimes. Sur les tombes, on lit 1992, 1993, 1994, les années où la guerre a fait rage en plein cœur de l'Europe. Aujourd'hui, si les blessures se sont atténuées, d'innombrables personnes souffrent encore des conséquences du conflit. À l'heure actuelle, on assiste à un commerce illicite d'armes en Bosnie-Herzégovine. Importées du monde entier, elles sont disponibles dans le commerce. On importe des armes d'Autriche, de Croatie, de Grèce, d'Espagne, de Belgique. L'Allemagne s'est interdit à cause de l'embargo qui continue.
C'est regrettable, parce que les marques Walter, Sig Sauer et Heckler & Koch sont très recherchées ici. Dommage qu'on n'ait pas le droit de les importer. À l'étage, le vendeur nous montre d'autres modèles réservés notamment à la police. Ici aussi, les armes allemandes sont interdites à la vente. En Serbie et en Croatie, les vendeurs peuvent importer des armes. Mais ici, en Bosnie-Herzégovine, on n'a pas le droit, car c'est un petit pays. On n'a pas de Walter, pas de Heckler & Koch, rien. Il existe d'autres moyens pour se procurer des armes légères, comme les pistolets destinés au marché civil. Par exemple, un marchand croate achète un Walter et il nous le revend. Seul bémol, il ne coûtera plus 500 €, mais 1000 €. Ces vendeurs d'armes possèdent également une usine de munitions à Goražde. C'est ici que les combattants bosniaques se ravitaillaient pendant la guerre. Dans les salles de fabrication, plus de 900 employés travaillent à la production de munitions de différents calibres. L'usine est dirigée depuis plusieurs décennies par l'ingénieur Hasan Tafto. Actuellement, nous produisons entre 4 et 5 millions de munitions par mois. Ici, dans le pays, nous écoulons en fait peu de marchandises. Nos clients sont situés surtout en Europe, Allemagne, Pologne, France, mais on exporte aussi en Amérique du Sud, bref, dans le monde entier. L'usine de munitions de Goražde a elle aussi bénéficié du savoir-faire de l'ingénierie allemande. L'une des machines les plus importantes dans le processus de remplissage des cartouches a été mise au point par l'entreprise Fritz Werner. Ces machines viennent d'Allemagne, mais elles sont dans le pays depuis 1983. On en a aussi qui viennent de Belgique. Celles-ci datent d'avant la Seconde Guerre mondiale. À côté de ça, on emploie aussi de nouvelles technologies pour la fabrication. En Bosnie-Herzégovine comme au Soudan, beaucoup d'armes sont arrivées entre les mains de la population civile après la guerre. C'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de la question du désarmement. Les participants sont-ils habilités à prendre des décisions ? La détention d'armes illégales par nos concitoyens représente un grand danger. Le trafic qui a lieu aux frontières est un problème régional, mais aussi transnational. Nous avons malheureusement enregistré au cours des 2 dernières années une augmentation du nombre de ces armes. On avance le chiffre de 300 000. Au total, il y aurait environ 750 000 armes illégales entre les mains de nos concitoyens. Or, la Bosnie-Herzégovine compte 3 800 000 habitants. Autrement dit, dans ce pays, un habitant sur 5 détient une arme illégale. Le trafic d'armes illégales est-il en pleine expansion en Bosnie-Herzégovine? Armin Kralic, le directeur du Centre d'études sur la sécurité à Sarajevo, se penche sur la question.
Nous partons du principe que c'est un problème connexe à l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Il y a des questions d'argent en jeu. Ici, pour acheter une arme, il faut compter entre 150 et 200 euros. Sur le marché européen, c'est vraiment beaucoup plus cher. Ça va de 200 à 700 euros. Les trafiquants se sont déjà procurés ces armes en attendant l'ouverture des frontières de la Croatie. Après quoi, ils pourront les exporter illégalement dans les pays de l'Union européenne sans aucun contrôle. Et personne ne peut les arrêter. Le ministère de l'Intérieur élabore des stratégies pour venir à bout de la prolifération des armes. Malheureusement, les bonnes volontés se heurtent à la législation en vigueur. Le problème ici, en Bosnie-Herzégovine, c'est que nous n'avons pas de législation sur les armes au niveau national. Pour l'heure, il existe une dizaine de lois différentes qui concernent par exemple le permis de port d'armes, l'âge légal de détention d'une arme, les moments où on peut l'avoir avec soi, et ainsi de suite. Comme il n'existe pas une loi unique qui s'applique dans tout le pays, les criminels naviguent d'un canton à l'autre pour échapper aux poursuites. En Bosnie-Herzégovine, n'importe qui peut se procurer une arme illégale. Bien sûr, la police essaie de lutter contre ce fléau, mais compte tenu du volume d'armes en circulation dans le pays, la tâche s'avère difficile. Les autorités ont mis le problème en évidence dès la fin de la guerre. À l'époque, le SIPA a été créé. C'est en quelque sorte le pendant de l'Office fédéral de la police criminelle. C'est une autorité investie de pouvoirs de surveillance dans tout le pays, à Srpska comme dans le reste de la fédération. Une vidéo de police illustre l'intervention de l'unité spéciale du SIPA contre un groupe de trafiquants d'armes. Les policiers d'élite investissent un dépôt de contrebande avant que les trafiquants aient pu revendre les armes destinées à un pays européen. Pour des raisons liées à l'enquête, le chef du département de lutte contre la criminalité armée doit garder l'anonymat. Il s'agit pour la plupart de bandes criminelles. Ils utilisent couramment des voitures de location ou des véhicules de transport de marchandises dans lesquels ils planquent des armes. Très souvent, les autocars grand tourisme qui assurent des lignes régulières leur servent à passer des armes en contrebande. Ils ne manquent pas d'idées pour arriver à leur fin. Voici les saisies réalisées par le SIPA en l'espace de quelques mois. Preuve, s'il en était besoin, qu'une quantité considérable d'armes circulent en Bosnie-Herzégovine. En Bosnie-Herzégovine, j'ai pu observer comment il est possible de faire sortir des armes d'un pays où elles sont en circulation, puis de les faire disparaître, avant de les faire réapparaître dans une autre zone de conflit. Bien sûr, il faut essayer d'endiguer la contrebande et de réguler le commerce des armes. Mais il faut aussi tout bonnement stopper leur prolifération. Il est naïf de croire qu'il existe des pays où les armes qu'on livre ne sont pas utilisées. Ce qui est frappant, c'est que cette politique se poursuit aujourd'hui et que l'on réitère les mêmes péchés, si l'on peut dire. C'est trop facile de s'en tirer en disant « nous ne savions pas ce qu'il adviendrait de ces armes ». Pour l'heure, aucun gouvernement n'est encore parvenu à juguler ce commerce meurtrier. Les armes allemandes continuent donc à circuler de plus belle sur tous les théâtres de conflit du monde.
l'issue de 2 perquisitions, le parquet de Stuttgart se trouve maintenant en possession des factures et des notes d'hôtel relatives à ces stages d'initiation. Le parquet a fidèlement inscrit au procès-verbal la déclaration d'un employé selon laquelle l'entreprise avait connaissance de ces exportations illégales. Il existe aussi des documents prouvant que des employés de Heckler & Koch ont travaillé là-bas, notamment un document de la police de l'État de Jalisco attestant que des employés de Heckler & Koch ont initié les policiers au maniement du G36. Or, cette arme n'est pas censée circuler là-bas. Il s'agit effectivement d'une attestation d'initiation au maniement du G36, dispensée en 2008 par Heckler & Koch au sein de l'Académie de police de l'État de Jalisco. Les transactions ne sont pas transparentes, comme souvent au Mexique, mais aussi en Allemagne. Le gouvernement mexicain déclare avoir reçu 10 000 armes, alors que le gouvernement allemand reconnaît en avoir vendu 8 800. Certaines informations ne sont pas transmises. Et ce qu'il nous faut découvrir, c'est ce qu'il est advenu de ces armes. En effet, le Mexique confirme qu'il a réceptionné précisément 9 652 fusils G36, soit 942 de plus que le quota autorisé. Nous avons demandé des éclaircissements à la direction de Heckler & Koch, qui n'a pas souhaité nous répondre. L'État de Guerrero, dans le sud du Mexique. À première vue, Chilpancingo, la capitale, a l'air d'une ville paisible. En réalité, c'est une plaque tournante du trafic de drogue, et le quotidien y est tout sauf tranquille. Vidulfo Rosales, avocat mexicain, mène avec quelques confrères un combat contre la violence dans la région. Avec la montée de l'insécurité dans le pays, des milices citoyennes se sont créées dans les villes. L'armée tente de les neutraliser. Le gouvernement, l'État, les institutions. Je connais des gens qui disent « J'ai toujours mon G3 sous le lit ». À l'heure actuelle, entre 15 et 20 millions de fusils G3 circulent dans le monde sur tous les champs de bataille. Aujourd'hui, il y en a en Syrie, demain, il y en aura au Mali, et après-demain, encore autre part. Nous craignons que ce scénario se répète maintenant avec le G36. Ces armes sont en circulation et elles sont utilisées pour tuer des gens. Mexico. À l'occasion du défilé militaire du jour de l'indépendance, le ministère mexicain de la Défense fait la démonstration de sa force et de sa puissance de feu. Son armée est équipée d'un matériel à la pointe de la technologie. Le pistolet mitrailleur allemand MP5, le fusil d'assaut allemand G3 et le nouveau fusil d'assaut FX-05, un modèle proche du fusil d'assaut allemand le plus moderne, le G36. Le fusil G3 fait partie depuis plusieurs décennies de l'équipement de base des forces armées mexicaines. Depuis 1979, il est fabriqué sous licence directement au Mexique. Le G36, fabriqué par la firme Heckler & Koch, est l'arme standard de l'armée allemande. Il a commencé à être exporté vers le Mexique en 2002. L'Allemagne est le 3e exportateur d'armes à l'échelle mondiale, derrière les États-Unis et la Russie. Chaque exportation est soumise à des règles strictes. La vente du G36 au Mexique a elle aussi dû faire l'objet d'une autorisation.
Les armes ont été fournies au gouvernement mexicain sous certaines conditions. S'agissant de gouvernements jouissant d'une légitimité démocratique et s'engageant dans le cadre de conventions, on doit pouvoir s'attendre à ce que, en tant que partenaires contractuels, ils veillent à respecter leurs engagements. Le Mexique est-il un partenaire digne de confiance? Là-bas, les forces militaires et policières font partie du décor, et les conflits armés dominent la vie quotidienne. José Rodríguez Gallardo, ancien général qui milite désormais pour les droits de l'homme, compte aujourd'hui parmi les plus vifs détracteurs de l'armée mexicaine. Selon moi, et d'après mon expérience, l'armée mexicaine est l'une des institutions les plus corrompues du Mexique. Dans sa vidéo de propagande officielle, le SEDENA, le ministère mexicain de la Défense, se présente sous son meilleur jour. L'ancien général voit les choses d'un autre œil. Le SEDENA est une institution opaque. Au Mexique, c'est l'institution qui bafoue le plus les droits de l'homme. Les gens me questionnent régulièrement à ce sujet. Comme les forces armées se substituent à la police, les armes qu'elles achètent, quel que soit le fournisseur, servent, en toute logique, à violer les droits de l'homme. Et tout ceci est démontré, prouvé. Un contrôle est nécessaire. Au Mexique, la guerre contre la drogue fait rage. La télévision diffuse régulièrement ce genre de bulletins d'information. N'ayez pas peur, tout va bien, dit l'institutrice. Pour détendre l'atmosphère, elle leur propose de chanter une chanson. Les enfants sont finalement évacués de l'école. Les tirs croisés entre forces de l'ordre et narcotrafiquants ont duré plusieurs heures. Les ONG signalent des pratiques étatiques arbitraires, des cas de torture, des homicides et une corruption policière endémique. Depuis 2006, la lutte contre le trafic de drogue au Mexique a fait plus de 70 000 victimes. La police est équipée d'un matériel de pointe, notamment des armes allemandes, le fusil d'assaut G3, le pistolet mitrailleur MP5 et depuis peu, le fusil d'assaut G36. Jürgen Gresslin, farouche opposant à la prolifération des armes, entend bien stopper ce commerce meurtrier. Le G36 est l'une des armes légères les plus mortelles, sinon la plus mortelle sur le marché. Avec ce fusil, on peut mutiler ou tuer quelqu'un à une distance de 300, 400, voire 500 mètres. Qui fabrique ces armes? La firme allemande Heckler & Koch, située à Oberndorf, dans le Bade-Württemberg. C'est elle qui exporte le G36 vers le Mexique. Le Mexique est la démonstration par l'absurde de la nouvelle doctrine allemande. Pendant des décennies, on avait coutume de dire « on peut vendre des armes à tel ou tel pays parce que la situation des droits de l'homme y est stable ». C'est pourquoi ce sujet nous a surpris. Car, comme je l'ai déjà dit, à l'heure actuelle, nous n'avons connaissance d'aucune restriction, qu'elle soit officielle ou officieuse. Dans un courrier officiel, le ministère mexicain de la Défense confirme que près de la moitié des fusils G36 importés d'Allemagne ont effectivement été livrés dans les États concernés par l'embargo. En Allemagne, ils ne veulent pas de scandale, voilà tout. Mais ils veulent vendre leurs armes. À cet égard, ils imposent leurs conditions en matière de respect des droits de l'homme. Ce à quoi les Mexicains répondent, nous y veillerons. Mais, en fin de compte, les affaires sont les affaires. Le Mexique a-t-il dupé le fabricant allemand? Ou bien ce dernier a-t-il introduit des armes de façon illégale dans les États soumis à l'embargo? Les dirigeants de Heckler & Koch affirment respecter la législation allemande. À l'automne 2009, un employé de Heckler & Koch est venu me voir, totalement désespéré, en me disant que son entreprise au Mexique menait des activités illégales. Il était mêlé à l'affaire puisqu'il était l'un des 4 employés qui avaient organisé sur place l'acheminement des armes jusqu'aux États concernés. J'ai mené une enquête approfondie en réalisant beaucoup d'interviews et en épluchant des tas de documents. Cela m'a permis de constituer une plainte qui a été déposée le 19 avril 2010. En novembre 2011, des perquisitions sont effectuées au siège de Heckler & Koch à Oberndorf. La police saisit des documents et interroge plusieurs employés. Le parquet de Stuttgart ouvre une enquête. Un communiqué publié par la direction de l'entreprise crée alors la surprise. 2 employés de longue date viennent d'être licenciés
ils auraient à répondre en personne de l'acheminement des armes dans les États concernés. D'après mes informations, chaque déplacement effectué au Mexique en rapport avec les G36, par exemple les voyages de formation ou les négociations avec le ministère mexicain de la Défense, tout cela devait être validé par la direction de l'entreprise. Par conséquent, il est assez improbable que ces deux employés assument seuls la responsabilité de l'affaire. Cela me semble plus que douteux. Ces photos montrent des policiers et des militaires lors d'une initiation au maniement du G36. Elles ont été prises par des employés de Heckler & Koch. Ou parce que c'est un pays ami. Ou au contraire, on disait « pas de livraison d'armes dans ce pays parce qu'il viole les droits de l'homme ou qu'il est en proie à la guerre civile ». Il se trouve que le gouvernement allemand a rompu avec cette doctrine. L'Office allemand de l'économie et du contrôle des exportations. Chaque exportation allemande d'armement doit faire l'objet d'une autorisation et elle est soumise à ce qu'on appelle un certificat d'utilisateur final. Toute transmission d'armes à des États tiers est exclue. En 2005, la firme Heckler & Koch sollicite l'autorisation d'exporter le G36 vers le Mexique. Même si la guerre des narcotrafiquants y sévit depuis des années, le gouvernement allemand accorde l'autorisation d'exportation avec toutefois certaines restrictions. La livraison d'armes est interdite dans 4 États du Mexique particulièrement instables. Mais à partir de là, qui est responsable? Le fabricant d'armes? Le ministère mexicain de la Défense? Imaginons que le Mexique dise à un gouvernement européen « Nous vous vendons du pétrole, mais vous ne devez pas l'utiliser à des fins militaires ». C'est ridicule. Wolf-Dieter Vogel est journaliste. Il vit depuis longtemps à Mexico. Il enquête aujourd'hui sur le fameux G36. Cela n'a aucun sens. Imaginons qu'on importe un produit en Allemagne, que ce soit des armes ou des gants, peu importe, et que l'on dise « D'accord, on les livre dans le Land de Hesse, mais pas dans le Bade-Württemberg, ni dans le Schleswig-Holstein. » En soi, c'est aberrant. C'est pareil au Mexique. C'est absurde de croire que si on fournit ces armes à la police, elles n'iront pas dans les États concernés par l'interdiction. À peine les premiers G36 arrivent-ils au Mexique que déjà, ils passent la frontière des États concernés. Mais le ministère mexicain de la Défense dément toute responsabilité. L'entreprise Heckler & Koch est présente au Mexique depuis plus de 25 ans. Et depuis toutes ces années, nous n'avons eu connaissance d'aucune restriction, ni de la part de cette dernière, ni de la part d'une... quelconque autorité gouvernementale allemande, ni de la part de l'ambassade d'Allemagne au Mexique.